Du dernier épisode glaciaire à nos jours, cachalots et hommes ont entretenu des relations puissantes qui ont influé sur l'évolution sociale et culturelle des uns et des autres. Dans 5 vidéos réalisées en 2019, un épisode particulier de ces relations avait été illustré. Il y était mis en lumière la façon dont les cachalots du Pacifique avaient triomphé entre 1820 et 1860 de leurs agresseurs, les baleiniers américains. Un livre sur le sujet est paru en 2020. Or, il apparaît que cette aptitude organisationnelle extraordinaire des grands cétacés a probablement été acquise lors du dernier épisode glaciaire dans un contexte particulièrement difficile, imposant pour la survie de l'espèce d'importants changements physiologiques et comportementaux. À cette époque, des navigateurs sont entrés en contact avec ces grands animaux et ont élaboré des représentations collectives qui ont perduré jusqu'au siècle dernier. Aujourd'hui, dans ce qui constitue un cas d'école particulièrement spectaculaire, la fracture politique et sociale dont souffrent les États-Unis d'Amérique est directement liée à ce phénomène culturel qui agit comme un nœud d'étranglement, mais qui peut, demain, à l'inverse, être un résoluteur à l'échelle planétaire. La société matriarcale des cachalots a résisté aux conditions difficiles du dernier âge glaciaire par une série d'innovations extraordinaires. L'histoire de ces animaux avait déjà connu bien des vicissitudes auparavant. À l'ère Miocène, il y a des millions d'années, beaucoup de leurs ancêtres, comme Livyatan melvillei, disparurent en même temps que le requin géant Mégalodon, mais certains d'entre eux surent s'adapter par des évolutions physiologiques, l'augmentation du volume céphalique chez les deux sexes en quelques générations, par une forme de sélection des embryons, leur permettant d'aller se nourrir dans des eaux profondes qui leur avaient été inaccessibles jusqu'alors. Il y a environ 130 000 ans, c'est la période dite de l'Éémien, les conditions exceptionnellement favorables, superficie océanique en eau libre beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, et à l'inverse, zone polaire englacée de faible dimension, la prospérité de l'espèce se combine avec un mondialisme mixte, où mâles et femelles parcourent ensemble les vastes étendues océaniques sans que les latitudes constituent un obstacle. Mais, lors du dernier épisode glaciaire, qui fut d'une vigueur particulière, tout change. Les zones englacées prennent des proportions monstrueuses. L'espace et la nourriture disponibles se réduisent dramatiquement. Les populations déclinent rapidement et se fractionnent, donnant naissance à des cultures distinctes chez les petits groupes survivants. C'est alors que cette société strictement matriarcale va opter pour survivre pour une stratégie révolutionnaire que l'on peut nommer la fabrique du héros, une sélection embryonnaire portant sur une nouvelle augmentation du volume céphalique et concernant cette fois-ci seulement les mâles, va permettre aux plus efficients d'entre eux de se rendre dans les fosses océaniques des zones encore vivables, régions équatoriales et avoisinantes, pour capturer des céphalopodes géants, puis remonter leur proie à la surface pour en faire bénéficier les autres membres de la communauté. Cette révolution physiologique et sociale évite la disparition de l'espèce, en particulier lors des millénaires les plus froids de la période, entre 26 000 et 21 000 ans avant notre ère. Dans le même temps, des navigateurs venus d'Europe, de la culture solutréenne, traversent l'Atlantique et abordent les côtes orientales de l'Amérique du Nord, et d'autres, venus d'Asie du Sud, s'installent sur de nombreuses îles du Pacifique. Tous sont fascinés par les cachalots, à propos desquels ils établissent des représentations symptomatiques de l'impression phénoménale que produisent les animaux géants sur leur psychologie. Ils associent ceci aux tempêtes, aux tourbillons marins, les maelströms, leur attribuent la capacité de voler et de frapper comme des oiseaux de proie. Ces représentations perdureront au cours de l'histoire jusqu'au XIXe siècle, au moins. Quand les conditions redeviennent beaucoup plus favorables à l'épanouissement des populations,
lors de l'optimum néolithique humide, on assiste alors à une remondialisation de l'activité des cachalots sur des bases nouvelles, non mixtes. Les mâles passent les mois d'été en zone polaire, les femelles et jeunes restent dans les zones tropicales et tempérées toute l'année. L'organisation d'ensemble n'est pas sensiblement modifiée par les changements climatiques ultérieurs, aride post-néolithique, optimum médiéval, petit âge glaciaire, à la fin duquel éclate la première guerre du Pacifique. Il y a des millénaires, le cachalot fascine les constructeurs de mégalithes de la côte atlantique. Pour les Scandinaves, il est le prédateur universel, terreur des cétacés et des navires. Au Moyen Âge, ceux-ci considèrent les grands rorquals comme des géants bénéfiques, les cachalots comme des rapaces maléfiques. Et même le commandant Cousteau, au début des années 1970, évoquera le rorqual vu de face comme un énorme sourire qui suscite l'émerveillement, 100 fois plus beau que le cachalot, cylindre terrifiant, noir et luisant comme du métal. L'ambre gris, produit de la digestion de l'animal utilisé en parfumerie, est considéré par les auteurs arabes comme une production de l'océan qui tue les cachalots qui l'avalent par bêtise et gloutonnerie, alors que les Chinois évoquent la salive de dragon océanique qui nourrit poissons et oiseaux. Les baleiniers basques nomment le cachalot le poisson diable. C'est dans cet état d'esprit général que le monde entre dans le petit âge glaciaire, à la fin duquel cachalots et baleiniers s'affronteront.